toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Virginie Louis et Frédéric Caruso, tous deux économistes à l'IWEPS, pour nous parler de la toute dernière édition de la publication Tendance économique qui sort aujourd'hui, donc le 25 octobre 2023. Alors avant d'entrer dans les résultats à proprement parler de cet exercice, et comme c'est la première fois qu'on consacre un podcast à cette publication récurrente, pourriez-vous tout d'abord nous expliquer en quoi elle consiste et comment vous obtenez ces résultats, Frédéric ? Alors, Tendance économique, c'est une publication semestrielle dans laquelle on s'efforce de prendre le pouls de l'économie wallonne en temps réel. Il s'agit en fait d'estimer où en est la croissance économique et l'emploi en Wallonie actuellement et aussi de prévoir l'évolution pour l'année en cours et l'année suivante. Alors c'est un exercice assez particulier parce qu'il s'effectue à l'échelle d'une région et pour les régions on ne dispose pas d'informations macroéconomiques complètes et comptables pour la période la plus récente. Ainsi aujourd'hui le PIB est connu pour l'année 2021 et certains agrégats comme l'investissement des entreprises ne le sont encore que jusqu'à l'année 2020, alors qu'à l'échelle nationale, on dispose de données de 2022 qui viennent d'être publiées et des comptes trimestriels réguliers couvrent déjà une bonne partie de l'année 2023. Donc ça veut dire que notre exercice doit d'abord commencer par combler l'information sur le passé économique récent en Wallonie. Alors nous avons choisi d'établir un diagnostic de la situation présente des principaux agents d'économie en abordant la production wallonne par la demande à laquelle cette production répond. Donc on va analyser la consommation des ménages, leur investissement en logement, on va aussi analyser l'investissement des entreprises et leurs exportations, mais aussi le rôle de la consommation et de l'investissement de l'État. Alors pour ce faire, il existe une diversité d'indicateurs dont la presse se fait régulièrement l'écho. Vous entendez parfois parler de statistiques du commerce de marchandises international, du chiffre d'affaires à la TVA, de l'emploi au NSS, de l'intérim, les enquêtes d'opinion. Ce sont toute une série d'informations que l'on utilise. Chacun de ces indicateurs éclaire partiellement les différentes composantes de la demande que l'on entend prévoir. Donc on rassemble tous ces indicateurs et on essaye d'établir un scénario pour chacune des composantes de la demande. Et ce scénario doit évidemment être cohérent avec l'environnement international, ce qui explique qu'on a aussi une partie importante d'analyse du contexte international, puisque c'est lui qui donne le là pour une petite économie ouverte comme la Wallonie. Ce scénario doit également tenir compte des réalités comptables, donc tenir compte de l'évolution et des poids des différentes composantes de la demande dans le PIB de la Wallonie. Au final, l'objectif est vraiment d'écrire la situation des agents économiques wallons dans un cadre qui est cohérent, plutôt que de chercher la vérité du chiffre. C'est aujourd'hui le 65e numéro de Tendance économique qui est publié. Il est tout chaud. Alors on va essayer ensemble de parcourir les grands enseignements de ce numéro. Commençons peut-être par le contexte international dans lequel s'inscrit votre scénario prévisionnel. Virginie. Alors globalement, le climat international se dégrade et il faut bien reconnaître que les perspectives d'amélioration sont plutôt limitées à court terme. L'économie chinoise se trouve confrontée à des problèmes internes. On a également des signaux d'un ralentissement qui se profile pour l'économie américaine. Bref, les espoirs d'une reprise vigoureuse du commerce mondial se sont évanouis. Si on se concentre maintenant sur la zone euro, le recul de l'inflation est plutôt une bonne nouvelle. Ça va favoriser la reprise de la consommation. Néanmoins, l'apaisement des tensions sur les prix est plus graduel que ce que nous avions prévu. Ça signifie que la Banque centrale européenne va devoir maintenir à des niveaux élevés ses taux d'intérêt de référence. Et ça va peser sur la confiance des agents économiques et surtout, ça va pénaliser les conditions de financement des entreprises, des ménages au cours des prochains trimestres. Alors, en Europe, du côté de l'activité industrielle, on sait qu'elle a particulièrement souffert du ralentissement des échanges et de la hausse des prix des biens. On observe que la confiance des industriels n'a cessé de se dégrader au cours des derniers mois et les prévisions des directeurs d'achat signalent maintenant une contraction de l'activité, en fait, depuis la fin de l'année passée. Du côté du secteur tertiaire, donc du côté du secteur des services, on avait pu compter jusqu'ici sur un effet de rattrapage de la consommation de services après la crise sanitaire. Mais à présent, les attentes des chefs d'entreprise du secteur tertiaire sont également plus pessimistes. Alors si on met ces différents éléments ensemble, on s'attend à ce que l'activité économique en zone euro demeure fébrile en seconde partie d'année 2023 et très probablement jusqu'au début de l'année 2024.
Néanmoins, avec la reprise attendue de la consommation que j'évoquais à l'instant, on espère un léger raffermissement de la croissance du PIB dans la zone euro pour 2024. Si on essaye de traduire ça en chiffres, sur la base des prévisions récentes qui sont sorties au Fonds monétaire international, ça donne plus 0,7 de croissance en 2023 et plus 1,2% en 2024 pour la zone euro. Alors, si on s'intéresse au contexte international dans le cadre d'une publication comme Tendance économique, c'est notamment pour nous aider à prévoir l'évolution des exportations wallonnes. Dans le contexte international dégradé que je viens de vous décrire, ça ne va pas vous étonner si je vous dis que les exportations wallonnes devraient se contracter cette année avec un recul de l'ordre de 1,2%. Alors, en 2024, à la faveur du rebond de la demande intérieure en Europe et plus globalement d'une lente reprise des échanges internationaux, on table sur une progression de plus 1,5% en moyenne annuelle l'an prochain. Mais il faut être conscient que ça reste un niveau qui est historiquement faible pour les exportations wallonnes. Vous dressez là un contexte international, mais vous ne parlez pas de la guerre entre le Hamas et Israël qui a éclaté il y a quelques semaines. Alors, c'est pas simple d'intégrer un tel événement dans un scénario économique. Et pour le faire, en fait, on va raisonner en termes de risques. Donc, les tensions géopolitiques qu'on observe actuellement au Moyen-Orient, bien, elles pourraient entraîner une nouvelle flambée des prix énergétiques et ainsi interrompre la baisse de l'inflation que nous anticipons, avec tout un cortège de conséquences négatives sur le pouvoir d'achat des ménages, les coûts des entreprises, sans oublier le report de l'assouplissement des conditions monétaires, avec de nouveau un impact négatif sur le financement de l'ensemble des agents économiques. En d'autres termes, suite à cette guerre au Moyen-Orient, en fait, le principal risque qui entoure aujourd'hui nos prévisions réside, et j'ai envie de dire encore une fois, dans l'évolution de l'inflation au cours de l'année prochaine. À l'heure où nous parlons, ce risque est présent, mais il ne s'est pas matérialisé. Les marchés à terme indiquent encore une orientation baissière pour les prix du pétrole. Les prix du gaz, par contre, remontent, mais cette hausse avait été anticipée avant même l'éclatement de la guerre. Vous évoquez un ralentissement au niveau international. Ce ralentissement est-il aussi observé au niveau de la Belgique, Frédéric ? Oui, la tendance au ralentissement conjoncturel par rapport à la période de rattrapage post-Covid est également constatée en Belgique et en Wallonie. En seconde partie d'année 2022, le climat des affaires est orienté à la baisse dans les différents secteurs de l'économie wallonne et les indices de la production industrielle patinent, notamment dans la production de biens intermédiaires. Néanmoins, le climat des affaires a enregistré une embellie en début d'année 2023, qui s'est traduite d'ailleurs dans les observations de comptabilité nationale du pays, avec une croissance de l'ordre de 0,4 au premier trimestre et de 0,2 au deuxième trimestre. Et cela se répercute également sur notre prévision pour la Wallonie, avec des croissances du même ordre. Cela renvoie malgré tout, en Wallonie et en Belgique, une image singulière par rapport à la zone euro. En particulier, l'industrie wallonne aurait bénéficié d'un regain de la production de biens intermédiaires, notamment dans le secteur des productions métalliques, et également du redressement de la production des biens de consommation. Cette relative résistance au premier semestre nous permet de prévoir une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 1,1% pour l'économie wallonne sur l'ensemble de l'année 2023, une croissance qui est favorisée par un effet de seuil favorable en début d'année, avec la consommation des ménages comme moteur principal. Oui, justement. Que pouvons-nous dire sur la consommation des ménages ? Alors, la consommation des ménages en Wallonie soutient clairement la croissance économique, la demande et la croissance économique. Donc, en comparaison de la zone euro, et en dépit de poussées inflationnistes qui avaient été au moins aussi fortes en Belgique, les revenus des ménages wallons et belges ont bénéficié d'une protection partielle de leur pouvoir d'achat en 2022, ce qui n'a pas empêché un recul de l'ordre de 2% du revenu disponible réel l'année passée. Mais surtout, au début de 2023, avec les indexations retardées à des moments où l'inflation était déjà en baisse, le revenu a été soutenu. On s'attend cette année à une évolution du revenu disponible réel de l'ordre de 3,6%, qui est soutenu non seulement par les indexations et les salaires, mais aussi donc par l'emploi et les prestations sociales, parmi lesquels la revalorisation des pensions joue un rôle aussi important. Donc on a des effets de revenus qui sont plutôt favorables, tant en Belgique qu'au niveau wallon. Alors,
Les effets de rattrapage post-Covid qu'on a pu observer, notamment dans les services comme l'ORECA, les loisirs ou les voyages, s'amenuisent et il est probable que la consommation des particuliers fléchisse au cours de l'année 2023. Mais tout en conservant un rythme de progression de l'ordre de 2,6%, qui est donc bien supérieur à ce qu'on observe en zone euro avec 0,7%. Alors, en 2024, la croissance du revenu disponible réel des ménages devrait rester positive. Il faut rappeler que l'emploi et les salaires résistent, mais malgré tout nettement ralentir par rapport à cette année. En effet, tout ce qui est aide relative à la facture énergétique disparaissent et les indexations attendues en 2024 n'atteindront pas les niveaux observés en 2023. Dans les enquêtes mensuelles, l'horizon des consommateurs semble s'être progressivement dégagé. Ils sont aujourd'hui plus confiants qu'ils ne l'étaient précédemment. Néanmoins, ils conservent certaines appréhensions relatives à la situation économique et aussi une certaine fébrilité par rapport à la question de l'inflation. Et on pense dès lors qu'ils ne devraient pas se départir d'une certaine prudence. Ça justifie dans notre scénario le maintien d'un taux d'épargne en 2024 qui resterait supérieur à son niveau d'avant la crise sanitaire. Donc on parle ici d'un taux d'épargne de l'ordre de 10% du revenu disponible des ménages en 2024, ce qui dépasse les 8% que l'on observait avant la crise, tout en restant inférieur au taux d'épargne belge qui lui est de l'ordre de 12,5% du revenu disponible. Donc dans cette hypothèse, la consommation des ménages progresserait d'environ 1,4% sur l'ensemble de l'année 2024, un taux qui est cette fois plus proche des standards européens. Ça, c'est donc la consommation des ménages privés. Qu'en est-il des entreprises, Virginie ? Alors, pour les entreprises, on s'intéresse à leur investissement. L'année 2022 a été une année difficile pour l'investissement des entreprises, mais la bonne nouvelle, c'est que l'année 2023 aurait débuté sur de meilleures bases. Début 2023, à la faveur d'une embellie économique, et on sait maintenant qu'elle était passagère, les entreprises wallonnes, et plus globalement les entreprises européennes, ont été un peu rassurées et se sont vraisemblablement montrées plus enclines à investir. Alors, elles n'ont pas pu se tourner vers le financement bancaire, ou en tout cas pas autant qu'elles l'auraient voulu, ce financement bancaire dont le coût a considérablement augmenté ces derniers trimestres. Par contre, elles ont pu mobiliser les marges de financement encore confortables dont elles disposaient pour lancer leurs projets d'investissement contrariés en 2022. En fait, l'investissement des entreprises est une composante de la demande intérieure qui fait preuve jusqu'à présent d'une relative résilience face au climat économique et financier morose que nous connaissons. Alors pour la fin de l'année 2023, c'est une autre affaire. Il faut bien reconnaître que le ralentissement de la demande devient de plus en plus tangible et l'usage des capacités de production ne va probablement pas s'intensifier. Cela va limiter, évidemment, les besoins en investissement d'extension. En plus, sur le plan financier, les conditions de crédit plus onéreuses vont perdurer et les taux de marge des entreprises vont être sous pression suite à la hausse des salaires. Incontestablement, tous ces facteurs économiques et financiers vont modérer l'évolution de l'investissement sur la fin de l'année 2023 et en 2024. Mais on n'anticipe pas pour autant un coup de frein brutal pour la dynamique d'investissement. Ce qui se passe, c'est qu'en Wallonie, comme dans le reste de l'Europe, la période 2023-2024 coïncide avec la pleine mise en œuvre des plans de relance et de transition. Et donc, soutenu par ces plans et certainement convaincu de la nécessité d'adopter des processus de production plus efficients sur le plan énergétique, on s'attend à ce que les entreprises wallonnes poursuivent leurs efforts d'investissement de transition. En chiffres, ça pourrait donner une progression de plus 4% en 2023 et encore de 3% en 2024. Oui, mais les entreprises ne sont pas les seuls acteurs économiques qui investissent. Quid pour l'État et pour les ménages ? Alors en effet, l'État et les ménages investissent également. Il faut savoir qu'à côté du soutien à l'investissement des entreprises, le plan de relance de la Wallonie va aussi stimuler, et il faut le dire avec des moyens budgétaires importants, l'investissement public, c'est-à-dire par exemple des travaux d'infrastructure. Par contre, il faut bien avouer que l'investissement résidentiel, donc l'investissement des ménages, ne fait pas le figure dans notre scénario. L'année 2023 risque bien de se solder par un recul de l'ordre de 4%, dont témoigne la baisse actuelle du nombre de permis de bâtir et la chute des crédits hypothécaires. Et on ne s'attend franchement pas à une reprise de l'investissement en logement en 2024, notamment en raison du maintien de conditions de financement restrictives.
Et l'emploi dans tout ça, Frédéric ? Même si l'emploi est naturellement impacté par le ralentissement de la croissance économique, la croissance de l'emploi a résisté en Wallonie d'après les observations dont on dispose aujourd'hui, notamment via l'ONSS, jusqu'en milieu d'année. Dans notre scénario, l'année 2023 devrait se conclure par une croissance de l'emploi de l'ordre de 0,8%, soit environ 11 000 personnes supplémentaires par rapport à l'année 2022. En réalité, on observe que la croissance économique, même affaiblie, reste très intensive en emploi. C'est un phénomène qu'on observe depuis plusieurs années en Wallonie, en Belgique, mais aussi ailleurs en Europe. La productivité par personne progresse en fait très lentement et elle devrait encore progresser cette année très lentement avec une durée du travail qui se redresse à peine et qui ne retrouverait finalement son niveau d'avant la crise sanitaire qu'au premier trimestre de l'année prochaine. En parallèle, le marché du travail reste tendu. Les difficultés de recrutement sont légèrement apaisées depuis mi-2022 en raison du ralentissement économique, mais malgré tout, on observe par exemple des taux d'emploi vacants de l'ordre de 3,6% au deuxième trimestre de 2023 qui sont supérieurs au niveau connu avant la crise sanitaire. Alors, le chômage est aujourd'hui globalement plutôt stable. Il est légèrement haut si on se réfère aux demandeurs d'emploi et il est légèrement baissier si on se réfère aux chômeurs complets indemnisés. Mais toutes ces observations sont un peu perturbées, il faut le reconnaître, par la volonté d'élargir aujourd'hui les services aux demandeurs d'emploi librement inscrits. Ce qui est certain néanmoins, c'est la baisse significative du chômage parmi les jeunes et les demandeurs d'emploi de courte durée. Donc ils sont aujourd'hui 15% de moins environ qu'au début de 2020. C'est le signe que ces profils trouvent ou conservent plus facilement leur place auprès des employeurs. C'est une catégorie de demandeurs d'emploi récents qui est à la fois peu alimentée à l'entrée et qui bénéficie des créations d'emplois actuelles. A l'inverse, le nombre de chômeurs de longue durée, de plus de 2 ans, plus éloignés de l'emploi, poursuit une progression assez inquiétante de l'ordre de 22% de plus aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. Pour 2024, nous considérons que le rythme des créations d'emplois se stabiliserait au même rythme que celui observé en 2023, c'est-à-dire donc une nouvelle progression de 0,8%, soit de nouveau 11 000 personnes en moyenne annuelle. Alors Frédéric, comment pourrait-on résumer en quelques mots votre scénario prévisionnel ? Alors, on pourrait dire finalement que les économies aujourd'hui sont refroidies et en quelque sorte les économistes le sont aussi. Comme la plupart d'entre eux, nous avons revu nos prévisions légèrement à la baisse parce que la reprise de la demande extérieure se fait attendre. Néanmoins, en Wallonie, l'activité économique régionale résiste, elle est soutenue par la demande intérieure. Et dans un contexte économique et financier malgré tout morose, c'est cette demande intérieure, les investissements des entreprises et la consommation des ménages qui soutient l'essentiel de la croissance du PIB de la Wallonie, qui atteindrait donc 1,1% en 2023 et 1,3% en 2024. Merci Virginie, Louis et Frédéric Caruso d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le 65e numéro de la publication Tendance économique se trouve sur le site de l'IWEPS. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.